Bonjour, bienvenue dans Comment est votre climat, le podcast qui humanise le changement climatique. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous aurez compris que j'ai une légère obsession pour le flan. Depuis 1 an, j'en offre une part à chacun de mes invités. Alors déjà, parce que c'est bon, et aussi parce que si quelqu'un oublie mon nom, je peux dire que je suis le gars qui a offert une part de flan, et là, tout de suite, on se souvient assez rapidement de moi. Il y a quelques semaines, l'algorithme d'un réseau social, très au fait de ma faiblesse pour cette pâtisserie, m'a recommandé un livre sur le sujet. Donc évidemment, je l'ai lu et j'ai adoré chaque page. Je m'y suis même reconnu. En fait, pour être honnête, c'est un livre que j'aurais adoré écrire. Mais finalement, ce n'est pas plus mal que je n'ai pas eu l'idée avant, car son auteur en a fait quelque chose d'unique. 170 pages sur le flanc, on va pas se mentir, il fallait oser. Et en lisant la dernière page, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre cet homme, ce frère de flanc. Alors cet épisode sera un peu spécial, d'habitude on parle de climat avant de manger une part de flan. Aujourd'hui, on va mettre le flan au cœur de la conversation. Bonjour Alexis Le Rossignol. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. C'est très sympa quand les invités nous reçoivent à la maison, en plus avec le café. Ouais. Et surtout sur la table, j'ai un peu l'impression d'avoir l'histoire de votre vie. Il y a du flan et du miel. Ouais. Donc pour ceux qui vous connaissent, ils savent très bien à quoi je fais référence. Donc épisode un peu particulier aujourd'hui de comment est votre climat. Parce que les auditrices et auditeurs ont l'habitude qu'on parle de climat, forcément, pendant 3 quarts d'heure. Et à la fin, que j'offre toujours une petite part de flan. Et là, aujourd'hui, face à moi, je n'ai pas que un humoriste, je n'ai pas que un auteur, j'ai un flantophile. Et donc forcément, je voulais absolument faire un épisode sur le flan avec vous. Donc on va inverser l'épisode de comment est votre climat. On va parler de flan pendant 3 quarts d'heure et à la fin, je poserai toujours mes 2 questions habituelles. Comme ça, si vous voulez parler de climat, on peut quand même parler un petit peu de climat aussi, parce qu'il faut quand même garder l'audimat jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup de me recevoir. Et alors j'avais une toute première question avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai lu votre livre, Petite philosophie du flan, édité chez Les Pérégrines. Excellente maison d'édition. Et vous dites un moment que vous n'avez pas d'agenda numérique, pas d'agenda papier, que vous mettez des petits post-it sur votre écran. Ouais. Quand j'ai sonné chez vous ce matin, vous vous souvenez que je venais ? J'avais écrit ça quand même. En fait, j'imprime des calendriers. C'est ce que je fais. J'imprime des calendriers sur Google Images avec 2 mois. Donc là, par exemple, j'ai janvier, février. Comme ça, je consulte un peu ce que j'ai à 8 semaines et j'écris... dans les petites cases, j'écris ce que j'ai. Donc, j'avais mis... mais j'avais pas l'heure. Donc, j'ai repris le mail pour voir à quelle heure t'arrivais. Ah oui, quand même. Et je me permets le tutoiement, parce que t'es plus jeune que moi. Oui. Mais d'ailleurs, tu pourrais me tutoyer. Mais bon, je sais que tu veux... Est-ce qu'on fait une exception ? Comme tu veux. C'est toi qui vois. Okay. Comme je sais que tu veux garder une ligne et que t'aimes bien le vouvoiement, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Mais j'ai pas d'agenda, effectivement. Donc parfois je rate des rendez-vous, mais en vrai c'est un peu pour la blague, tu sais, on pousse un peu les trucs quand on écrit des histoires ou même un bouquin. Ça m'arrive quand même assez rarement. Je crois que j'ai une case dans le cerveau qui est quand même justement musclée pour les rendez-vous. Un peu comme je me souviens, mon père écrivait jamais de numéro de téléphone dans son répertoire et il devait en connaître 100 par cœur, tu vois. Et j'ai un peu ce truc-là. Et je me dis parfois, ça se trouve, j'entretiens mon cerveau en n'ayant pas vraiment d'agenda, tu vois ? Oui, finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Oui, c'est mon père et mon grand-père me disent la même chose. À l'époque, on n'avait pas les téléphones, les choses comme ça. On était bien obligés d'apprendre. Exactement. Donc, musculation du cerveau, très bien. Donc le cœur du sujet aujourd'hui c'est le flan, mais toujours j'aime bien qu'on parle un peu des invités, voilà, savoir un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent. Ouais. Vous êtes né 1 mois après l'Euro 1984, 1 mois après la finale 84. Je sais pas si vous aviez la date en tête, mais si, voilà. Je sais que c'était en 84, mais je m'étais jamais dit tiens, je suis né 1 mois après l'Euro, quoi. Et pile 1 mois après, donc vous l'avez raté, c'est dommage. Ah ouais. Mais bon, vous avez vu 88. Mais j'avais 14 ans en 98. Voilà. Oui, alors que j'en avais 3 et demi, donc je ne peux pas en dire autant. Et dans votre livre, vous dites que vos parents, ils vous appelaient le mou. Il y a eu une période vous avez fait un chapitre là-dessus pour pas confondre la mollesse et la nonchalance. Ouais, au lycée, en fait, je crois que j'ai fait une crise pas d'adolescence, pardon, j'ai fait une croissance tardive, c'est ça que je voulais dire, une croissance tardive et un peu violente, c'est-à-dire j'ai pris 10 cm en 1 an, quoi. Et évidemment, quand on grandit fort et vite, on a moins d'énergie parce que ça pompe de l'énergie de grandir. Donc j'étais un peu mollasson, puis c'est un peu ma nature aussi, donc ça a été une période où il m'appelait le mou et
ça me faisait un peu rire, quoi. Et aujourd'hui, quand on me dit, quand j'entends des gens parler de mollesse, je me dis, c'est peut-être plutôt de la nonchalance, en fait, dont il s'agissait, quoi. C'est quoi la différence entre mollesse et nonchalance? La mollesse, c'est un état un peu subi, quoi. C'est-à-dire, on est mou, mais on l'a pas choisi. La nonchalance, c'est que on a bien conscience qu'on est un peu mou, mais à la fois, on s'adapte comme ça, on aime... Ça déplaît pas, quoi. Moi, je trouve que, en fait, c'est ce que je raconte un peu dans le bouquin, c'est qu'on peut être... la nonchalance, c'est aussi prendre son temps, c'est aussi parfois réfléchir un peu plus. On se détache. Ouais, on se détache, on n'est pas forcément dans la réaction à chaud, la réaction spontanée. Et en fait, c'était en lien un petit peu avec ce qui se passe dans le monde, avec la course au buzz, avec... même on voit bien les journalistes sont pris comme tout le monde dans des spirales de la réaction à chaud, du commentaire à chaud, de la prise de position immédiate. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, un mec comme Donald Trump, eh ben, en fait, il a toujours un temps d'avance sur tout le monde puisqu'il change d'avis en permanence et les gens donc commandent ces choses, ce qu'il raconte, se font un avis et lui, il est déjà passé à autre chose. Donc en fait, c'est ouf, quoi. Il manipule tout le monde avec des changements qui étaient inimaginable pour un président il y a encore avant lui, en fait, ça n'existait pas. Un président, c'est quelqu'un qui incarne une forme de, alors pas de modération, mais de réflexion, d'action réfléchie, de stratégie discrète même souvent. Et lui, non, moi j'appelle ça j'ai un terme pour ça, attends, je vais te le retrouver, c'est l'outrance gagnante. L'outrance gagnante, Trump. Il est outrancier et il gagne. Tu vois ce que je veux dire ? Il met tout le monde au garde à vous avec ses changements permanents d'idées, de prise de position et de menaces même. Et ça, c'est de l'outrance. Et l'outrance, il y a une prime à l'outrance. Hein ? Une prime à l'outrance. Une prime à l'outrance, exactement. Et on peut pas suivre parce que lui va toujours plus loin. C'est comme quand tu t'engueules avec des gens dont tu sais que eux, ils iront plus loin que toi et il vaut mieux que tu lâches l'affaire avant parce que s'il y a la mauvaise foi qui s'y mêle, si y a des gens qui sont capables de t'insulter, etc., sans se rendre compte de la puissance des mots qu'ils utilisent. Et si toi, tu es un peu modéré en face, etc., il vaut mieux pas se frotter à ces gens-là et laisser du temps passer parce que tu vas perdre dans tous les cas. Ils iront plus loin que toi. Et lui, il a ça, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intenable et incontrôlable. Ouais, on a changé de paradigme. Alors donc pour revenir à vous, donc vous êtes humoriste. Et avant d'être humoriste, alors vous avez 1000 activités. Alors il y en a que j'ai découvert dans le livre, d'autres sur Internet. Dans le livre, vous parlez surtout d'une d'entre elles, c'est votre expérience au Mexique. Ouais. Vous vendiez des crêpes au Mexique. Alors ça n'arrive pas tous les jours. Et dans l'une de vos bios, alors là c'est sur votre site Internet, j'ai pas su si c'était une blague ou pas. Vous dites que vous auriez pu être millionnaire, que ça s'est joué à presque rien. Alors je me suis dit, il est humoriste, donc potentiellement c'est une vanne, mais en même temps ça peut être crédible. Vous avez vraiment failli être millionnaire ? Bah non, c'est pas failli, mais en fait j'ai eu complètement l'opportunité de le devenir parce que je vivais avec des gars au Mexique qui avaient monté une start-up et on était 5 dans l'appartement et en fait ils m'ont proposé de les rejoindre. En fait il y a eu un créateur avec son frère vivait en Europe. Et très très vite, leur truc, ça a pris. En fait, ils mettaient à l'époque, c'était des bannières publicitaires qui apparaissaient sur les sites internet. Là. Et c'était il y a quand même... c'était en 2007-2008, donc ça remonte bientôt 20 ans. C'était le début de la publicité sur internet. Donc c'était les bannières qui apparaissaient sur les blogs, sur les sites, etc. Et donc très vite, il a commencé à faire du chiffre d'affaires. Il a embauché un à un tous les copains qui vivaient dans la coloc. Et il m'a proposé aussi, comme à eux. Et moi, j'étais là, ça me semblait pas passionnant comme truc. Puis je me disais, mais comment vous gagnez de l'argent ? On gagne 1 centime par affichage. Et moi, je disais, mais 1 centime, les gars, mais vous allez pas aller loin avec ça. Sauf que j'avais pas du tout pris la mesure de ce que ce 1 centime représentait quand on le multipliait par des millions et des millions. Parce qu'en fait, ils affichaient 99% de leurs pubs sur les sites porno. Donc moi à l'époque j'ai dit grosse partie du flux d'internet. Exactement. Et en fait ils avaient tous les gros trucs Xvideo, YouPorn, enfin tous ces trucs là. Et ils avaient des tableaux, ils se levaient le matin, ils avaient gagné 20 000 balles en dormant pendant la nuit. C'était fou, quoi. Et donc moi j'étais là, non mais moi d'un point de vue éthique ça me pose problème et tout. Dans le fond je me dis avec des années de recul, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'on avait à foutre. En fait c'était plutôt l'ego qui m'avait fait dire non au début. Et persister dans le non puisque j'avais dit non une fois, tu vois. Et donc après je me disais putain mais ça se trouve
parce que je l'avais revu, ce gars-là, il était parti vivre à Barcelone et il m'avait prêté un loft qu'il occupait même pas dans le centre de Barcelone. Et il y avait une énorme cuisine avec des plaques en marbre et tout. Il me disait, ouais, ça vaut 10 000 balles la plaque, etc. Ça vient de Sicile. Et dans le fond, je me disais, ça se trouve, je lui en ai payé une, quoi. Oui. Avec mes propres consultations des sites sur lesquels il mettait de l'affichage. Et ouais, faut rien regretter dans la vie, mais la vie aurait été différente parce qu'ils sont tous devenus. Ils ont revendu 170 millions d'euros, je crois. La boîte ? Ouais, il y a genre 10 ans. Ah oui. Ils l'ont eu pendant 10 ans, ils ont fait un. Bref, c'est des trucs auxquels je pense et je m'en amuse aujourd'hui parce que je fais ce qui me plaît et je suis pas malheureux. Bah oui, aujourd'hui vous êtes sur scène. Ouais. Et alors justement, moi j'adore les comedy clubs. Je suis souvent dans les comedy clubs. Ouais, j'aime bien aller voir des nouveaux humoristes. Et alors pas tous, mais régulièrement, j'entends souvent des humoristes dire je suis sur cette scène parce que j'ai fait un burn-out un jour. Ouais. Et en fait, je voulais monter sur scène. Et voilà, j'ai pété un plomb et je fais ce qui me plaît et je monte là-dessus. C'est juste un ressenti où il y a vraiment beaucoup d'humoristes qui travaillaient, qui étaient dans des grosses boîtes et qui un jour se sont dit mais qu'est-ce que je fous là dans un bureau ? Moi, ce que je veux, crois qu'il y en a de plus en plus parce qu'en fait l'humour c'est un truc auquel tu accèdes sans avoir à faire d'études. Je veux dire, un jour tu peux te retrouver au bout de 3 scènes à passer avant ou après Gad Elmaleh, tu vois. Et Gad Elmaleh va dire l'humoriste suivant c'est un tel et t'es autant humoriste que lui. T'as pas la même carrière si tu veux, mais tu l'es autant, il n'a pas de diplôme d'humoriste, tu n'en as pas non plus, et tu as le droit de le faire quand même, tu vois. Maintenant, il y a une école ou deux qui se sont montées, c'est un peu plus sérieux au Québec, tu vois, il y a une école de l'humour au Québec, mais dans le fond, demain, tu es un peu drôle, tu vas dans un comedy club, tu as 5 minutes de sketch qui marchent bien, on te demande de les faire ailleurs, et ta carrière est lancée, tu vois. Donc vous n'avez pas fait d'école de théâtre non, pas du tout, non, j'en parle même sur scène. Et en vrai... oui, je comprends qu'il y ait plein de gens qui fassent des burn-out parce que ça, c'est un peu le mal du siècle et qui se lancent dans le stand-up parce qu'ils ont des choses à raconter, que ça a l'air assez facile, qu'ils font venir leurs copains à leur première scène et puis voilà, au début, tu te prends... Enfin, moi, j'ai jamais fait ça en me disant j'en ferai mon métier, mais je me suis pris au jeu, tu vois. Et après, c'est un sujet qui rassemble en fait le burn-out parce que tout le monde connaît plus ou moins quelqu'un dans l'entourage qui en a fait un ou alors qui est en train d'en faire un et qui va dans un comedy club pour sortir un peu de son malaise ou de son mal-être en regardant un truc qui le fait marrer un soir. C'est la nouvelle, c'est les nouveaux bars, les comedy clubs. Maintenant, les gens ils vont se voir un sketch et puis après, enfin pas un sketch mais un plateau, puis après ils vont boire un coup. Et avant ils allaient au ciné ou ils font les deux, mais il y a un truc très à la mode. Il y a plein de comedy clubs qui s'ouvrent et ils marchent tous, tu vois. Vous vous souvenez quand vous vous êtes lancé votre premier comedy club la première fois j'en ai fait, mais moi c'était au Mexique parce que j'ai découvert le stand-up au Mexique. Quand vous vendiez des crêpes au Mexique. Quand je vendais des crêpes, parce que moi je vendais des crêpes, mais c'était vraiment pas ma passion, quoi. Et du coup j'allais boire une bière assez souvent le soir tout seul dans un bar, histoire de décompresser un peu. Et là il y a des types qui sont venus, qui ont fait du stand-up. Et c'était vraiment le début du stand-up au Mexique. Et moi, je suis allé les voir. Je dis, oh là, j'ai vraiment eu la chair de poule en les voyant. J'ai eu une réaction de... Je les écoutais même plus. Je voyais juste des gens heureux et libres. Et la liberté dans le travail, ça me semblait quelque chose de génial. Et d'inatteignable aussi, parce que quand j'avais ma crêperie, j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'achetais du matériel, je me mettais un nouveau fil à la patte, quoi. Alors que là, je voyais des types qui avaient... un crayon, qui avait un petit carnet, qui notait leurs blagues, qui les apprenait jusqu'au dernier moment avant de monter sur scène et puis qui faisait leur sketch. Et vraiment, ouais, ça a été une révélation, quoi. C'était en espagnol ou... Ouais. Et j'ai fait 3 ans et demi de stand-up en espagnol. Parce qu'une révélation, c'est génial dans la vie, c'est qu'à un moment donné, rien ne t'arrête. Tu vois même pas qu'en fait, il y a des barrières. Tu les vois pas, ces barrières. Et souvent, ça c'est un truc que je dis et que c'est mon point de vue sur des choses, mais il y a des gens qu'on trouve admirables dans leur lutte, dans leur combat, dans leurs actions, et on se dit je ferai pas ça, mais en fait c'est pas pour minorer leurs actes, mais ils étaient faits pour ça. Et quand t'es fait pour un truc, ça te semble beaucoup moins compliqué que quand t'es pas fait pour ça. Par exemple, il y a des gens qui font les maraudes la nuit, c'est exceptionnel, tu vois, c'est exceptionnel. Combien de fois je me suis dit, il faudrait que je fasse des maraudes. Mais quelle est la motivation profonde à faire des maraudes ? Si c'est pour dire j'ai fait des maraudes, c'est pas une bonne chose à faire, tu vois. Et en fait, si je suis très honnête avec moi-même, je crois que si j'en faisais, ce serait
un petit peu pour me donner une bonne conscience. Et pour le dire. Et pour le dire peut-être. Et je me sentirais un peu con au moment de le dire, tu vois. Je m'en voudrais. Je pense que je serais, cette malhonnêteté intellectuelle, elle me prendrait un petit peu aux tripes, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça parce que, dans le fond, c'est naturel pour eux. Et alors, c'est pas du tout pour dire, en fait, c'est pas exceptionnel de le faire. Si, ça l'est, dans tous les cas. Mais il y a des gens qui sont capables de déplacer des montagnes pour des causes. Parce que c'est comme s'ils avaient été un peu choisis par la cause. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est recevable, mais non, toi, tu es passionné par le climat et tu en fais un podcast. Tu m'as dit que tu sensibilisais, que tu aimais parler peut-être dans des écoles ou dans des lieux publics, etc. Ouais. La transmission, c'est important. La transmission. Moi, je crois, avec le stand-up, avoir découvert ce que c'était qu'une révélation que j'avais jamais eue dans ma vie, pour rien, et un intérêt sans borne pour un sujet, tu vois. Mais en fait, et après réflexion, je me dis, c'est même pas un intérêt sans borne pour un sujet qui est le stand-up, c'est un intérêt sans borne pour la créativité autour du stand-up, pour écrire des blagues, pour le challenge de dire, j'ai un sujet, voilà, je vais essayer de trouver des blagues pour faire rire par rapport à ce truc-là, tu vois, ou pour raconter une anecdote. Et il n'y a jamais de frein dans ma vie. En fait, je travaille 7 jours sur 7, tu vois, du lundi au dimanche, je travaille tout le temps, mais j'ai pas de week-end, mais en fait, comme j'ai jamais l'impression de... Voilà, exactement. C'est pas une impression de travail finalement. Exactement, et ça c'est magnifique dans la vie quand tu vis ça. Il y a une anecdote quand même dont je voulais parler qui est dans le livre, pour savoir justement si ça affecte ou pas. C'est l'anecdote du bide à Lyon en 2023, le sketch du flan justement. Voilà, enfin dans le livre vous dites clairement voilà ce jour-là j'ai bidé quoi. Est-ce que c'est un accélérateur, c'est un événement par lequel il faut passer quand on est humoriste? Est-ce que ça donne envie d'arrêter? Comment on vit le bide? Non, moi ça m'a pas donné envie d'arrêter parce que j'étais suffisamment avancé dans ma carrière et j'avais suffisamment fait de scènes. Oui, il y avait déjà 15 ans de carrière derrière. Non, pas 15 ans, non, j'ai commencé en 2013. Non, 2013, 2020, 10 ans, pardon. 10 ans. Et 10 ans de carrière, ma carrière, elle a vraiment commencé en 2017 quand je suis rentré en France, quoi. Parce qu'au Mexique, je faisais des petits plateaux, j'avais une fois joué 45 minutes, mais j'avais pas une carrière avec des gens qui payaient pour venir me voir. Mais oui, c'était les bases, quoi. Voilà. Et en fait... c'est vrai que si je m'étais pris ce bide-là plus tôt, peut-être que ça aurait remis en question. Mais là, je faisais déjà des salles de 500, 600 places. Donc, en gros, tu sais ce que tu vaux, mais le bide te rappelle que rien n'est acquis. Et c'est ça qui est plutôt cool dans un bide. Il faut le prendre avec philosophie. Hein. Il faut aussi voir le contexte. C'est ce que j'explique dans le livre. Je suis dans la foire de Lyon. Il y a 100 000 mètres carrés de produits. Tu sais, c'est les super... presse agrumes, c'est les manches à balai télescopiques pour nettoyer la gouttière. La nouvelle poêle qui accroche pas. La poêle qui accroche pas. Le mec, il y a des démonstrateurs qui font du caramel toute la journée. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, alors que jamais t'as fait de caramel dans ta vie, tu vois. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça. Et c'est un supermarché géant le 24 décembre à 19h, quoi, tu vois. Tout le monde est là à acheter. À un moment donné, c'est comme dans les musées. Au bout d'une heure, tu as les yeux dans le vide, quoi. Tu vois, tu as acheté des trucs, mais il y a tellement de bruit, des lumières blafardes et tout ça, c'est horrible. Et en fait, il y a une agora centrale où les gens viennent se poser et ils sont tous avachis sur les fauteuils. Il y en a qui s'endorment et c'est là où je dois jouer mon sketch du flan, annoncé par un organisateur qui dit c'est un humoriste super, etc. Et les gens applaudissent, mais ils savent même pas qui parle. Enfin, tu vois, les enceintes, c'est dégueulasse et tout. Ça fait un brouhaha ambiant, en fait. Ouais, exactement, quoi. Et là, je fais mon sketch, mais vraiment, je me rends compte que les personnes n'écoutent, je m'entends à peine, et je transpire sur scène. Et pour moi, transpirer sur scène, je transpire jamais, tu vois. C'est vraiment le marqueur d'un moment qui est pas agréable, tu vois. Et ça dure comme ça un quart d'heure jusqu'à ce que la mascotte de la foire me voit tellement galérer qu'elle monte sur scène. Et c'est un gros lion avec ses grosses têtes et sa queue, là, qui est à côté de moi et qui commence à danser. Et là, je danse moi aussi parce que j'ai rien d'autre à foutre. Et il n'y a même pas de musique. Enfin, c'est un moment où je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai accepté ça, quoi? Parce que le gars m'avait dit, tu verras, ça te fera de la visibilité. Mais quelle visibilité, tu vois? Et je finis par faire un Shifumi contre cette mascotte qui a 3 doigts. Enfin, c'est ridicule et je perds et je sors de scène comme ça. Et... En perdant, en plus. Ouais, en fait, c'est lamentable comme moment, tu vois.
En plus, le sketch du flan, c'est un sketch qui demande un peu de temps. Il faut se mettre dedans parce que c'est de l'humour absurde. C'est de l'humour absurde. Faut rentrer dedans, ça marche sur le malaise. Oui, si les gens sont pas attentifs, ils voient juste un mec qui... Je pense vraiment que j'aurais pu faire la même chose en allemand, alors que je parle pas allemand, tu vois, mais dans une langue étrangère, la réaction aurait été la même, tu vois. C'est-à-dire une non-réaction, quoi. Les gens me regardaient comme ça, mais... Dernière question sur l'humour, puis après on va quand même parler de flan, parce qu'on est là pour ça. Aujourd'hui, quand on ouvre Instagram, quand on va dans les comedy clubs, il y a des centaines d'humoristes, il y en a partout. Moi, dans mes reels, quand je scrolle, alors je pense que l'algorithme a compris que j'aimais bien ça, il y en a partout. Comment on fait pour percer, pour se faire sa place? Quelle est la part de talent? Quelle est la part de followers qui comptent pour ensuite monter sur scène? Comment ça marche? Ça a l'air hyper concurrentiel comme milieu. Putain, ouais, je me dis que je suis arrivé et j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé un tout petit peu avant de cette vague de... Alors, il y avait déjà les réseaux sociaux et tout, hein, c'était... Mais il y avait un truc un peu de... On était moins nombreux. Et moi, j'ai eu France Inter assez tôt, donc ça a été cool. Mais alors là, maintenant, ceux qui arrivent aujourd'hui, j'ai l'impression que ils sont forts sur scène et ils sont forts en médiatisation d'eux-mêmes, tu vois, en personal branding. Je le vois, ils ont un usage des réseaux qui est bien plus développé. Ils font des trucs graphiquement plutôt chouettes. Ils ont capté l'importance de la charte graphique, de l'image. Moi, j'ai mis peut-être 7-8 ans avant d'avoir des photos de moi potables, tu vois. Eux, ils ont direct le réflexe d'avoir des belles photos, d'avoir des beaux montages. Je pense aussi qu'ils font un travail un peu de réseau, à se parler entre eux pour se donner de la force, à faire des choses en commun, à essayer d'apparaître dans des trucs avec des mecs plus connus, etc. Et moi, j'ai jamais vraiment su faire ça. Un peu en effet de troupe. Ouais. Et franchement, non, il y en a qui font ça bien. C'est propre. Hein. Bon, il y en a pas mal qui passent un peu partout dans Paris, notamment à la Garenne-Colombe. Il y a un comédie club. Ah ouais. Donc voilà. Donc je savais même pas. je fais de la pub aussi pour ma commune. Bon, Alexis, parlons flan, évidemment, on est quand même là pour ça. Alors, la première question que tout le monde se pose, évidemment, parce que quand même, il y a un sketch sur le flan, il y a un bouquin sur le flan, tout le monde fait pas ça. D'où vient cet amour pour le flan? Quelle est la naissance du flan en vous? Le bouquin, c'est vraiment la fin du game, quoi. C'est-à-dire que je me suis pris au jeu jusqu'à faire le bouquin quand on m'a proposé de l'écrire. Mais c'est l'apogée d'années de flan derrière. L'apogée, je sais pas si on peut dire apogée, mais en fait, c'est... À un moment donné, je me prends à mon propre jeu, quoi. C'est-à-dire que je fais un sketch sur le flan parce que j'aime bien le flan, mais aussi parce que je trouve que c'est marrant. Tout est marrant dans le flan. Le mot flan, il est marrant. C'est un peu comme flou, tu vois. Il est pas vendeur, le mot flan. C'est pas extrêmement beau. Il a du flow. Hein? Il a du flow. Ouais, il a du flow aussi, c'est vrai. Mais il y a un truc un peu de bout. Tu vois, et ça me correspond bien, ce gâteau. J'aime bien le côté... en plus, c'est un truc qui se partage, tu vois, c'est pas une pâtisserie individuelle. Puis, il existe depuis toujours, et puis, il est là, dans la vitrine, on sait pas vraiment qui en mange. Puis, en fait, on se rend compte un beau jour que tout le monde bouffe du flan, que c'est vraiment un truc hyper français, que c'est vieux comme le monde, que ça déçoit rarement. Donc, je me dis, tiens, je vais en faire un sketch, tu vois. Puis, le flan, tu peux vraiment en manger à toute heure. Alors que... Une viennoiserie, bon, au-delà de midi, tu manges pas un pain au chocolat en général. Tu vois. Qui achète un croissant le soir à 18h? Ouais, il y a toujours des gens qui achètent des croissants et tout, c'est rigolo, quoi. Bah il y en a toujours devant moi à la boulangerie qui achètent un croissant à 18h. Au Mexique, les gens mangent des croissants le soir. Donc mais ouais, c'est culturel. Mais en France, c'est marrant, ils refont des fournées de croissants l'après-midi. Oui. Et ça, je savais pas. Ouais. Alors que le flan, c'est plus logique. Ouais. Et donc, voilà, je fais ce sketch, puis je me rends compte qu'en fait, ça crée un buzz, les gens en parlent, ils l'adorent, et en fait, quand je fais mon deuxième spectacle où ce sketch-là n'est pas, là, j'ai des rappels de gens qui me disent le flan, qui veulent ce sketch en rappel. Mais j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday, quoi, tu vois, mais c'est rare en humour qu'on te demande un rappel en te disant le sketch qui veulent les gens. Ouais, c'est vrai. On te demande le miel ou le flan. Oui. Ah bah, le miel aussi, bien sûr. Et donc... Putain, je fais ça et tout. Puis bon, l'éditrice, donc Aude Chevrillon au Pérégrine, me dit, Alexis, il y a un truc autour du flan, on le voit, il y a une hype du flan dans les boulangeries, etc. Toi, tu en fais un sketch sur scène. Puis il y a dans ton humour un truc un peu autour de la philosophie et tout. Est-ce qu'on ferait pas un livre qui s'appellerait La petite philosophie du flan? Et je dis, putain, mais ouais, carrément.
faisons 50 pages sur le flan. Ah non, faut faire un livre de 170 pages, quoi. Et là, je me suis lancé là-dedans en me disant, oh là là, comment je vais boucler ce truc-là? Et elle m'a dit, non, mais tu peux faire des digressions. L'idée, c'est de te raconter toi aussi un peu en parlant de flan, parce que si tu parles que de flan, à un moment donné, les gens, ils vont lâcher, tu vois. C'est bien d'en parler, mais il faut pas trop en faire non plus, tu vois. Ça reste du flan. Ouais. Et ça, c'est un peu ma philosophie aussi. Donc en fait, je raconte des trucs, notamment sur le Mexique, le bide associé au flan, quand je suis à Lyon, que je fais le sketch du flan et qu'en fait, tout le monde s'en branle, enfin s'en fout, pardon. Et donc, on est entre nous. Et donc, voilà, le livre est arrivé, quoi. Vous parlez de la hype du flan. Alors justement, je voulais venir sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression que donc on a ce point commun tous les deux d'avoir toujours mangé du flan. Finalement, il fait partie de notre vie, le flan, c'est important. Et en fait, on a été un peu des précurseurs du flan finalement. Et moi, à la différence de toi, tu m'as dit que tu en mangeais depuis 30 ans. C'est quand même... Alors non, j'ai 30 ans, donc je mens un peu, mais disons 20. Ouais, alors que moi, non, je me souviens, j'en mangeais pas vraiment avant d'aller vivre au Mexique. Je suis quand même rentré en 2016. Donc oui, en fait... Ça fait 10 ans quand même. Ouais, mais c'est pas si vieux, parce que moi, quand j'étais petit, je mangeais plutôt du phare breton, que ma grand-mère faisait. Un cousin du flan. Et en fait, quand je te dis que je me suis pris au jeu, c'est que les gens m'apportent du flan à la fin des spectacles. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un max de flan et que j'ai commencé à vraiment l'aimer. Mais avant, j'étais pas plus fan de flan que ça, tu vois. Mais d'ailleurs, la hype va très loin, parce que les gens apportent du flan à la fin du spectacle. Ouais. Avant d'enregistrer ce podcast, vous m'avez montré un objet... une céramique incroyable que quelqu'un m'a offert, une céramique fait main. D'un flan, et t'as vu comment on dirait vraiment un vrai flan, quoi. Ah, mais elle est magnifique. Elle est incroyable. Même le poids, c'est le poids d'une vraie part de flan. Ouais. Donc la hype va très loin, mais même 10 ans quand même, ça commence à remonter. J'ai l'impression qu'il y a eu un effet un peu post-Covid, un peu comme le running. Ah ouais. Les gens qui couraient il y a 10 ans étaient entre guillemets un peu seuls. Il y avait le petit geste de la main, il y avait le petit geste de la tête. Voilà, on était un peu entre nous. Aujourd'hui, tout le monde court, il y en a partout. Le flan, c'est un peu pareil. On était un peu entre nous avant. Aujourd'hui, il y a des flans partout. Donc, quand même, il y a un côté un peu précurseur dans le flan. Après, moi, je suis un peu dégoûté quand on me parle quand on me dit c'est la mode du flan. Genre, on ramène ma passion pour le flan à la mode, comme si j'étais un mec qui suivait, alors que c'est vrai que j'en mangeais avant, que ça devienne. Mais dans les deux cas, le truc, c'est quand même les réseaux sociaux qui font une mode en ce moment. Enfin, depuis l'existence des réseaux, mais là, de plus en plus. En fait, t'as la création de communautés un peu bizarres autour du flan. Il y a le running, c'est Extrava, parce que j'ai l'impression que c'est autant un site de drague qu'un site de mise en avant de soi-même, qu'un site de... Strava is the new Tinder. Ouais, voilà. Et moi, j'y ai pas, parce que je cours pas, tu vois, mais je me rends compte à quel point, en fait, dès qu'un truc est relayé et prend sur les réseaux, il renforce un mouvement de fond et en fait une mode, tu vois. Et le flan est dans son moment, là, on va dire. Alors, je vais poser une question de gros boomer. Est-ce que le flan, c'était mieux avant ? Je sais pas, c'était moins cher et moins... C'était beaucoup moins cher, ça, c'est vrai. C'était... Donc, en fait, c'était moins sophistiqué. Et là, c'est devenu un peu sophistiqué. C'est ça qui m'embête un peu, parce que quand t'aimes le flan depuis longtemps, t'aimes le flan vanille, tu vois, classique. Puis là, maintenant, il y a des flans de toutes les couleurs, il y a des flans de tous les goûts, il y a des flans au matcha, etc. Quand le matcha s'empare d'un truc, c'est la fin du truc en général. Oui. Faut se méfier du matcha. Le matcha, c'est le monstre de fin, là, avec sa couleur verte. Faut s'en méfier. T'en as apporté un ? Non. Alors, pistache ? Non, parce qu'il y a un petit atelier dégustation quand même tout à l'heure. Je fais un peu de teasing, comme ça les gens restent en même temps. Et, mais je sens qu'il y a beaucoup de flantophiles qui vont nous écouter. Donc en effet, on a une dégustation flan vanille, flan chocolat et flan pistache. Et justement, alors on en parlait un petit peu avant l'émission. Moi, il y a quelques années, j'étais hyper conservateur sur le flan. Le flan, c'était flan vanille. Et alors, une fois, dans une boulangerie d'ailleurs, on me demandait le flan, vous le voulez à quoi ? J'ai failli m'énerver. Flan, c'est flan vanille. Sinon, c'est un gâteau au chocolat, c'est un gâteau à la pistache. Et j'en suis un peu revenu. Et dans le livre, justement, vous en parlez. Vous dites que vous aussi, vous en êtes un petit peu revenu. Oui, parce que y a que les cons qui changent pas d'avis, quoi. Donc évidemment, moi j'aime bien faire mon vieux réac du mec qui mange que du flan vanille, sauf qu'en fait, le flan déjà à la base c'est pas du flan vanille puisqu'il a été inventé au XIIIe siècle et il y avait pas de vanille en Europe. Donc c'était un flan nature en fait. C'était pour conserver des œufs et pour conserver du lait, quoi. On en faisait un flan. Ça s'appelait un pain sucré à l'époque. Et donc le flan à vaniller apparaît plus tard. Et c'est vrai qu'à un moment donné,
Faut goûter quand même ce qui se fait par ailleurs. Donc j'ai goûté des trucs, puis c'est vrai qu'il y a des choses super bonnes. Le flan praline, le flan noisette et tout. Par contre, j'en mangerai pas tous les jours, alors que du flan vanille, tu vois, je m'en lasse jamais. Je suis assez d'accord. Mais du flan pistache, c'est pareil, c'est bon de temps en temps. Oui, mais ça reste une exception. Ouais, mais par contre, il faut reconnaître, il y a des gens qui bossent bien le flan, qui font vraiment des beaux flans. Par contre, ils se gavent un peu sur les prix, parce qu'il y a cette mode et ils en profitent. Et de toute façon, il y a une hype de la pâtisserie en ce moment, depuis Michalak, et puis... ou Michalik, je sais plus, le chef... ouais, Michalak, ouais. Michalak, exactement, Christophe Michalak. Puis après, il y a Grolet, etc. Ouais. Tout le monde s'en empare, quoi. Et donc, ça fait monter un peu les prix. Et moi, j'aime bien quand je tombe sur une boulangerie qui fait un bon flan et qui vend ça 3 balles, comme à l'époque, tu vois. Ouais, qui se la pète pas. Qui se la pète pas et qui fait bien les choses. Et là, je me dis, ça, je suis content quand j'en trouve un comme ça, quoi. Vous parlez du XIIIe siècle, on apprend des choses dans les mois, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris l'origine du mot flan, d'ailleurs, avec c'est une histoire de monnaie, c'est ça En fait, c'est un dérivé du mot flaon, qui était un mot qui désignait en fait les pièces de monnaie à l'époque qui étaient frappées au XIIIe siècle. Et en fait, ce gâteau qui est rond ressemblait à ces pièces qui s'appelaient les flaons, donc c'est devenu flan, quoi. Ouais, mais c'est génial, en plus on s'instruit dans le bouquin. Parce que c'est vrai que quand on écrit un bouquin sur le flan, on est quand même obligé de mettre des trucs un poil sérieux pour que les gens se disent il s'y connaît quand même un petit peu le garçon, quoi. Ouais. Sauf que je le savais pas avant de faire les recherches et de l'écrire dans le bouquin, mais bon, c'est ça. Il a bossé quand même. Ouais, c'est ça. Alors j'ai posé une question de boomer, maintenant je vais poser une question plus moderne. C'est quoi les red flags du flan quand vous rentrez dans une boulangerie? Les red flags du flan, alors quand il a un aspect un peu caoutchouteux. Ça, on le voit. Quand on est le premier à prendre la part, en général, on se fait avoir s'il est caoutchouteux, on peut pas le voir avant. Mais quand tu regardes le profil des autres, quand ça a déjà été découpé, quand c'est un peu caoutchouteux, c'est-à-dire un peu ces matières où tu sens que quand ça découpe, ça va fendre le flan d'une manière... Il est trop sec, le flan, tu vois. Faut qu'il soit crémeux un peu. C'est pas une danette non plus, mais moi, j'aime bien quand le flan, tu peux le racler avec l'intérieur d'une cuillère, tu sais, sur le côté comme ça. Ouais, très bien. Et que ça te remplit la cuillère sans affaisser le flan. Il se tient, mais il est crémeux en même temps. Il est ferme et onctueux. Il y a un peu un truc, un entre-deux, quoi. Quand il est trop ferme, moi, j'aime pas, parce que j'ai l'impression de manger du caoutchouc. Ouais. En général, c'est un peu le symbole des trucs qui sont faits avec des sachets. Oui, c'est la poudre. La poudre avec de la vanilline, etc. Un peu de cantine, tu vois. Quand il est trop jaune aussi. Un flan, c'est pas censé être trop jaune. Ah non, c'est blanc, le flan. Ouais, beige, on va dire. Oui. Je fais une allusion à la Renault 18 de mes parents à l'époque, qui était un peu beige crème comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Après, flan avec des abricots dessus, moi je trouve que c'est une hérésie, tu vois. En plus, ils sont luisants, on dirait des jaunes d'œufs qui ont été déposés là la veille. Enfin, c'est dégueulasse. Bref, je sais pas qui en mange. Franchement, j'en ai jamais rencontré. Le flan abricot, c'est vrai que j'en vois pas souvent. Je vois beaucoup de gens acheter des flans coco. Ouais, flan coco, ça passe. Ouais, ça se fait. C'est pas mon préféré, mais ça se fait. Non, mais ça passe. Je dis dans le sketch que j'aime pas ça, mais ça va, ça passe. Oui. C'est quand vous dites que vous achetez le flan pruneau, et on peut enlever les pruneaux. Par contre, le flan coco, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. Ouais. Et vous avez débuté un Tour de France. Ouais. Alors j'ai eu ça, donc je vous raconter l'anecdote. J'avais un collègue qui m'a dit tu devrais faire un Tour de France. Et puis je tombe et je me dis, en effet, s'il y a une seule personne sur Terre qui allait faire un Tour de France, ça ne pouvait être que vous, évidemment. Et donc sur YouTube, je suis tombé là-dessus. Alors il y a 2 épisodes. Ouais. Alors, vous l'assumez vous-même, avec une bonne année d'écart entre les deux. Le premier, il est à Lyon, je crois. Ouais. Et le deuxième, il est en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Et en fait, vous vous promenez en Haute-Savoie. Et vous allez dans plein de boulangeries. Vous achetez les flans. Puis à la fin, on voit, je crois qu'il y a une dizaine de parts de flans qui sont alignées. Puis vous goûtez, quoi. Et est-ce que la quête du flan parfait, finalement, c'est une quête éternelle, on ne trouvera jamais le flan parfait. Il y a toujours un flan meilleur que l'autre. C'est surtout le moment à passer avec des copains, à délirer autour du flan, et sans se prendre la tête et sans se prendre pour des experts du flan, parce que les experts du flan sont les flans de l'expertise, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu de faut redescendre de temps en temps, quoi. Ça reste du flan et c'est bien du flan. Voilà, c'est un peu ce que je reproche parfois quand je vois des gens goûter du vin et tout. Bon, il y a toujours un peu une part de théâtre, quoi. Donc moi j'aime bien quand même quand on se prend pas au sérieux, qu'on fait les experts mais qu'on dit en même temps qu'on n'en est pas vraiment, et qu'on a passé un bon moment ensemble en allant voir des gens, en rigolant dans les boulangeries, en disant aux gens on va goûter vos flans, en faisant des blagues. Voilà, pour moi c'est de la rencontre en fait avant tout. Moi ce que je fais à travers mon humour, et ce que j'essaye de faire, c'est d'aller rencontrer les gens, c'est de créer du lien, c'est de ramener
nos existences à des choses un peu plus parfois futiles, banales et qui relèvent du quotidien, tu vois. Parce que je pense que parfois, quand tu écoutes les infos aujourd'hui, on manque de... C'est un peu con parce que l'idée, c'est pas non plus de faire de refaire le journal de Jean-Pierre Pernaut à l'époque, qu'aller voir des gens dans les villages et tout. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de distance qui se met entre les humains, etc. Tu vois, et je me dis que parfois, avoir de l'audience et de la notoriété, même si c'est pas non plus une notoriété phénoménale, peut aussi permettre de ramener nos quotidiens à des choses toutes simples, sans prise de tête, comme un petit concours de flan entre copains dans les routes de Haute-Savoie ou le dans flan les est rues de Lyon, quoi, hein. tu vois. Le flan est fédérateur. Ouais, le flan, il est fédérateur, c'est vrai. Ouais. On va pas... c'est sûr qu'il y a des gens qui font des tests de les plus belles montres, etc. Mais moi, j'ai pas d'intérêt là-dessus. Donc, je parle de ce qui me fait marrer, ce qui m'intéresse. Donc, le flan. Et puis, demain, ce sera peut-être les meilleurs quiches Lorraine. J'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est des prétextes pour faire passer aux gens un petit moment simple. Et dans l'humour, c'est pareil. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que quand les gens viennent me voir en spectacle, ils sortent de là en se disant « Putain, pendant 1h30, j'ai pensé à rien d'autre qu'au truc qu'ils me racontaient et ça me fait du bien, tu vois. » Parce qu'on me dit « Tu fais pas d'humour politique ?» Et moi, je réponds « En fait, c'est un peu politique aussi de pas faire d'humour politique. » Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je dérive parce que c'est vrai que c'est un truc qui m'interpelle, mais l'omniprésence d'un mec comme Trump aujourd'hui, ou d'un mec comme Pascal Praud, elle est relayée en permanence par ce qu'on dit de ces gens-là. Moi, je regarde jamais CNews et j'ai l'impression de savoir tout ce qu'ils racontent sur CNews. Parce que c'est relayé. Ça vient à nous, en fait. Ça vient à nous, c'est relayé par les humoristes, c'est relayé par le zapping. Et en fait, putain, c'est ouf, quoi, parce que je me retiens d'en parler parfois, parce que là encore, je suis en train de relayer, tu vois. Oui. Et je m'en veux, et d'une certaine manière, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, on est en train d'en parler. Prendre conscience aux gens que, en fait, ne donnons pas plus d'importance à ces gens-là qu'ils n'en ont, tu vois. Ouais. Oui, ils font du mal à la société par le venin un petit peu qu'ils distillent au quotidien. Mais en même temps, libre à nous de les envoyer de les laisser dans leur là où ils sont, tu vois. Parce que quand même, on a réussi à citer Pascal Praud dans un épisode de podcast normalement dédié au climat, il aime le flan parce que c'est conservateur et parce que c'est machin, c'est la France et tout ça, tu vois. Est-ce qu'on ferait pas un épisode de Comment est votre climat avec Pascal Praud? Exactement. Invite-le, tu vas pas t'ennuyer, mais prends 2 heures. Mais pour parler de flan. Ouais. Non, on reste sur le flan. Bon, Alexis, si on passait à la dégustation. Allez, vas-y. Parce que quand même, alors bon, là, on est ensemble que depuis 35 minutes. Ouais. Sauf que moi, le flan, je l'ai acheté ce matin. Ça fait quand même 3 heures que j'ai 3 parts de flan dans la main. C'est une torture d'avoir 3 flans sans pouvoir y toucher. Donc là, il faut les goûter. Ça vient d'où tout ça? Alors, donc un petit peu de publicité. Alors absolument pas rémunérée. Hein, je les ai achetés. Boulangerie Beaupain. Beaupain. Alors ils en ont plusieurs dans Paris et une à la Garenne-Colombe, donc là où je vis. Et ils sont arrivés il y a pas longtemps. Et donc évidemment, quand une boulangerie ouvre dans le quartier, premier réflexe, le flan. On va goûter le flan, évidemment. Il se trouve qu'il était super bon. Okay. Et étant donné que nous ne sommes pas des gens conservateurs, j'ai acheté aussi une part de flan chocolat et une part de flan pistache. Okay. Voilà, pour les comparer. Vas-y. Donc nous avons ces 3 parts de flan. Donc je vois que je me suis même mis à tutoyer. Donc tu vois, ça y est, le flan est fédérateur à ce point-là. C'est bien les petits bruits de couverts et tout ça dans un podcast. Oui, c'est bien. Mais, oui, il leur faut pas trop, mais... Non, il leur faut pas trop, mais ça, on est à la maison. Voilà. Bon, je te laisse le vanille, quand même. Non, mais on va les partager. Ah, bon, on partage les 3. Le pistache a l'air très crémeux. Un bout, si ça te dérange pas, pour ma copine qui est là. Non, justement, ce qu'on dit, le flan fédérateur. Le flan, c'est le partage. Ouais. Hop. Donc le chocolat et... Voilà, très très beau feuilletage. Alors justement, la dégustation... Alors tu parlais de vin tout à l'heure. Alors le flan, c'est un peu comme le vin. On regarde, on sent, on goûte, finalement. C'est l'ordre du visage. Donc là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens quand tu goûtes un flan? Est-ce que tu as un rituel? Non, mais en fait, déjà, tu vois bien l'aspect et la couleur et le côté crémeux. C'est un flan bien fait. On voit beaucoup les grains de vanille. On voit que c'est du feuilletage. Donc, même j'ai senti à la découpe, t'entendais, ça craquelait un petit peu. Là. Ouais. Ça, c'est plutôt bon signe. Donc pas de feuilleté, c'est bien?
Ouais, moi j'aime bien. Pas de pâte sablée? Si, Ouais. pâte feuilletée c'est bien, mais faut le manger le jour même, je trouve. Ça Oui. vieillit moins bien que la pâte sablée. Oui, c'est vrai. Après, tu vois, c'est ce que je dis, c'est quand je passe la cuillère comme ça. Oui. Tu vois, celui-là, il a un poil ferme, Ouais. mais bon, il a l'air quand même. Ouais, il est bien vanillé et tout, il est super. On voit bien les points de vanille, donc Ouais. c'est bien une gousse qui a été utilisée. C'est pas des arômes. Non. Ça, c'est bien. Il se découpe bien, tu vois. Je suis pas très hectare. Vous avez entendu le petit craquelage? Ah, oui. Alors, j'espère qu'on l'a entendu Je peux dans le refaire micro, après. mais en tout cas, je l'ai. Ah oui. Ah, Ouais, ça c'est ouais, bon, ouais. ça. On l'entend très On bien. refait. Oh là là. Ouais, ouais, Ça ouais. c'est bon. Ça. Donc, très beau craquelage. Là, c'est la vanille. Après, la pistache, bah, t'as vu, elle est appétissante. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une espèce de crème Ça sur a la dégouliné pistache. un peu. C'est à se demander si c'est pas praliné pistache. Ou alors c'est une Peut-être. crème de pistache. On va voir. On va vérifier. Non, je crois que c'est pistache. En tout cas, c'est un joli vert. Il y a des morceaux de pistache entiers. Ouais, il y a des morceaux de pistache. C'est gourmand, ça. Hein. Tu vois comment Ouais. c'est gourmand, là? Ouais, c'est vrai qu'un de Tu temps vois en que temps, le- c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Non, mais voilà, exactement. De temps en temps, c'est super. Ouais. Là, je suis pas un expert en flan, pistache. Hein. Je découpe Non, mais bon, comme ça. c'est un cousin du flan Ouais. vanille. Après, t'as un flan au chocolat et en fait, ça peut être très bon, mais c'est un peu comme le cheesecake chocolat où je me dis, c'est. Ça peut être très gras aussi. Hein. Ouais, mais même, quel est l'intérêt? Enfin, mangeons des Ouais. gâteaux au chocolat, il y en a des très Oui. bons, tu vois. Ouais. C'est plus sur la. C'est presque philosophique. Le côté. Pourquoi donc faire des flans au chocolat? On fait donc déjà tellement de choses au chocolat. On peut donc faire des variantes, pistache, praliné. Par contre, chocolat moins je toléré. Ouais. Non, mais je suis plus dubitatif, quoi, de l'intérêt de faire des trucs au chocolat, sachant que des gâteaux au chocolat, c'est quand même la base du gâteau. Il y en a déjà plein, quoi. Bon, on va goûter, écoute. Hein, Oui, on va puis tester. de toute façon, comme c'est un podcast sur le climat, on peut le dire. De toute façon, bientôt, il n'y aura plus de chocolat. Avec le changement climatique, Ouais. profitons-en tant qu'il en reste. T'as vu la vanille a dégouliné sur le chocolat, donc ce serait un bigou, en fait, comme les Malabar. Écoute, je vais chercher une autre assiette, hein, et puis je te donne ça. Ouais, pas très épais, ces flancs. Hein. Non, pas épais. Combien on est la sur... part? La part, alors, le vanille, elle est à 4,50 et aromatisé 4,80. Donc, on est... Ah ouais, ça va. C'est des belles parts. Alors, ça va pour 2026. Oui, non, c'est un peu cher quand même. Ouais, c'est un flan qui coûtait 2 euros de moins il y a 5-6 ans, quoi. Ah ouais, bah ouais, tu vois, la surenchère Ouais. du flan, la mode. Tu les connais ou pas? Pas personnellement, non. Non, mais je veux dire, tu les as déjà mangés, tous ces flans? Ah oui, bien Ah, tu sûr. les connais, d'accord. Oui, je les connais. Parce qu'en fait, comme je pas savais du que fou, j'allais du coup. chez un flantophile, je pouvais pas non plus me permettre de trop innover. Ouais. En me disant, en ramenant... En Merci prenant des beaucoup. risques. En ramenant un flan dégueulasse. Ah ouais. Ben moi, j'ai des très bonnes boulangeries à côté de chez moi, ça fait plaisir. Ah bah ça me permet de faire une transition sur la fin du livre. Ouais. En fait, donc à la fin du livre, donc traditionnellement, il y a les chapitres, évidemment, il y a les remerciements, et juste après, Ouais. il y a les meilleures adresses de Ouais. flan. Il y a quoi? Il y a une bonne centaine d'adresses, hein, j'ai l'impression. Ouais, comme, je crois qu'il y a 100 adresses. Ouais. Pas toutes testées. Hein. Hmm. Il y a des adresses qu'on m'a recommandées, et puis je fais confiance aux gens, tu vois. Mais j'aimerais bien faire un espèce de truc un peu. Un annuaire limite ultime, tu vois, l'annuaire complet des meilleurs flans et tout. Avec même certains que j'ai recommandés, que je recommanderais plus, tu vois. Ah oui. Ouais, parce que, en fait, je les ai recommandés sans les tester, puis après, je les ai testés, puis j'ai envie de dire aux gens, non, mais vous aviez jamais mangé de flan, vous, parce qu'il n'est pas extraordinaire, tu vois. Il y a un flan, notamment, que j'aimerais rajouter. C'est un flan que j'ai goûté à Brest l'autre jour. Putain, mais il était exceptionnel, quoi. Maison. C'est con, parce que j'en ai fait une story et tout, et les gens sont allés l'acheter. Enfin, des gens, pas tous les gens qui ont vu la story, sinon... Là, Donc influenceur flan. Mais ouais, il était super bon ce flan. Et donc en tant qu'humoriste, donc tu joues un peu partout en France, tu te promènes partout. Alors ça c'est génial pour goûter des flans. Quand tu vas dans une ville et que tu veux manger un flan, comment est-ce qu'on le choisit? C'est quoi? C'est Google Maps, on tape flan et on regarde la boulangerie qui a la meilleure note. Tu fais Google Maps, tu mets flan et en général, il y a des avis qui contiennent le mot flan qui ressortent. Oui. Donc là, tu as superbe flan,
Leur flan est délicieux, des choses comme ça. Et c'est là où je vais voir les boutiques. Et puis j'en prends un, ou parfois j'en prends pas parce que j'en mange quand même beaucoup. Mais ça me fait des balades. C'est quoi une consommation de flan pour Alexis Le Rossignol? C'est, on va dire, hebdomadaire? Que j'achète moi, on va dire 2 fois par semaine. Mais après on m'en offre et tout, donc parfois ça va jusqu'à 5-6, quoi, tu vois. Ah oui. Et tous ceux qu'on t'offre à la fin du spectacle, ils sont mangés? Bah ouais. Enfin, j'en offre quand même, mais il y en a pas un que je goûte pas, quoi. Parce qu'il y a quand même une anecdote. Chambre d'hôtel, dans le frigo. Ouais. Et parfois c'est oublié. Ouais, j'en ai oublié dans les frigos. Ça peut arriver. Je m'en veux, je me barre et puis je me dis, ah merde, j'en avais mis un dans le frigo. Ou alors sur les bords de fenêtre. Quand il n'y a pas de frigo. Pour qu'il reste frais. Voilà. Non mais ça va loin. Là, on m'a offert l'autre jour un kit complet pour faire, du coup c'était en Bretagne, donc du fard breton. Donc il y a une dame qui dans un sac m'a mis la recette et tout en prépesé. Elle m'a prépesé le sucre, la farine. Il y a les ingrédients dans le sac. Il y a les œufs dedans. Attends, je vais te montrer. Je voulais le faire aujourd'hui. Ah, c'est récent. Ouais, c'était la semaine dernière. Dans le sac qu'elle m'a donné, il y avait donc un ziploc avec un mélange. Donc ça, c'est passé de là. Sucre et vanille déjà mélangé. Ah, d'accord. Il y a les œufs. Il y a les œufs. Et là, il y a un papier. Il y a un de lait qu'elle m'a donné qui est là-bas. Et il y a donc la recette du fard breton de la famille Nignol. Recette manuscrite. Recette manuscrite sur une feuille un peu épaisse pour que je la garde. Ah oui. Donc, très bien écrit en plus, très belle écriture. Belle écriture. Elle m'a même donné le beurre, du beurre fermier, que j'ai mis au frigo, mais j'ai du beurre. Donc je me suis ramené, je lui ai dit, à ce tarif-là, vous auriez pu le faire finalement. Oui. Mais c'est cool, tu vois, elle me dit, non, j'attends la photo et tout. Donc mélanger la farine et le sucre. Donc elle a laissé ses coordonnées et tout. Ouais. Allumer le four à 200 degrés, glisser le plat avec un gros morceau de beurre, sortir le plat quand le beurre a la couleur noisette. Ajouter les œufs un à un dans le mélange farine-sucre, mélanger pas trop, diluer avec le lait froid. Ajouter la gnôle et le lait chaud, tu vois, il y a la petite gnôle ici. Ah, il y a la gnôle. Il y a la gnôle mesurée, une petite fiole. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Oui, j'allais dire. Ouais, franchement, si je mets tout ça... Il y en a beaucoup quand même. Hein. Et ajouter les morceaux de beurre sur le dessus, enfourner et baisser la température à 190, cuire 1 heure. En attendant la cuisson, manger du pain avec le beurre restant. J'attends les photos. Stéphanie. C'est quand même marrant. Exceptionnel. Ouais, j'ai un public assez marrant. Alors, pour revenir à notre dégustation, alors, donc, le flan vanille, j'ai assez peu de commentaires. J'ai commencé à goûter le chocolat. Et peut-être un peu entre le crémeux et le compact. Alors, le flan vanille, il est bon sans être exceptionnel. On sent beaucoup les œufs, je trouve. Oui. Il est un peu trop sur l'œuf, je trouve. Ouais. Je me demande s'il n'est pas d'hier. J'ai presque un aussi. Doute. Ouais. Non, parce que... Ouais, possiblement. Il est... Alors après, le pistache... Bah, c'est curieux, hein. C'est presque un sucré salé. Ouais, il a un côté presque torréfié. Il y a un truc de torréfaction. Ouais. Mais là sur le dessus, alors j'essaye de décrire du mieux possible, hein, parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, ça doit être particulier. Il y a cette petite crème sur le dessus qui vient apporter une deuxième texture par rapport à la crème. Bah, c'est de la pistache concassée, hein, écrasée, hein, qui a donné un peu de jus. Ouais, qui a un côté un peu pralin. Ouais. Bah ouais, c'est ça que je trouve un peu torréfié. Et après, l'appareil en soi, il va y avoir des bruits de bouche et tout, c'est bizarre pour les gens. Oui. En même temps, c'est un podcast. Hein. Ouais. Mais t'as vu, il y a un truc un peu bizarre, je trouve. J'ai l'impression de manger autre chose que la pistache. La pousse décolle légèrement sur le dessus. Ouais. Ça, c'est le genre de choses, je suis pas toujours très fan. On n'est pas en train d'en dire du bien, là. Non. Il est bon, mais en fait, je trouve que c'est plat comme goût. Tu vois, il n'y a pas un petit truc... c'est con, c'est un mot que j'aime pas trop, mais le peps, tu vois, le peps, ils en parlent tout le temps dans Top Chef. Dans Top Chef. Ouais. Et là, il manque ce petit truc. Petit twist. Le petit... Mec, je dirais, comme si une petite pointe d'acidité aurait fait relever le truc. Est-ce qu'on ferait pas un flan pistache citron ? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, ce serait pas mal. Un truc qui prolonge la longueur en bouche.
En revanche, la cuisson de la pâte, il y a toujours parfois cette petite couche de sous-cuisson quand on regarde le profil d'une part de flan. Là, il n'y a pas. Non, là, pour le coup, la pâte est très bien cuite. Il y a dû avoir une pré-cuisson sûrement avant. Peut-être. Et après, le chocolat, c'est bon, hein, objectivement. Oui, mais c'est pas un flan. Ouais, même la texture, finalement, c'est comme une crème vanille un peu compacte. Ça me rappelle quelque chose. J'ai un souvenir d'enfance qui me revient quand j'ai. Ouais. Non, c'est un bon gâteau. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas un flan, quoi. Si tu devais faire un classement des trois? Non, le vanille, après je mettrais peut-être le chocolat en deux quand même, parce que je trouve bon, je trouve vraiment bon quand même. En fait, je suis un peu déçu par le pistache. Mais globalement, je suis un peu déçu par le pistache. Flan pistache, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et si jamais le flan vanille devait disparaître et que tu devais avoir un seul flan, tu le prendrais à quoi? Un flan noisette, je trouve ça bon. Flan noisette. Là, ils font du flangipane. Oui, nouvelle mode, bien sûr. J'en ai goûté, c'est pas mal. Hein. Ah ouais? Alors, pour les novices, flangipane, donc du coup un flan à la frangipane, galette des rois oblige. Et, un peu en deux couches, avec une couche un peu frangipane et une couche flan au-dessus. C'est pas trop lourd? Tu sais, c'est à manger, c'est une curiosité, quoi. T'en manges pas 3 parts, mais même du flan, t'en manges pas 3 parts en général, tu vois. Non. Ça cale à un flan quand même. Ah oui, quand même, ouais. Après, il a des cousins qui sont pas mal. J'étais en Vendée récemment. Ah, le fion. Ouais. Excellent, le fion. Ouais, non, il a des cousins assez intéressants. Et alors, mais il y a un aspect du flan que j'aime bien démocratiser, c'est prendre un flan comme gâteau d'anniversaire. Ah ouais. Tu fais ça? Non. Mais moi, je fais pour mon anniversaire, donc. Ah bon? Non, j'ai jamais vraiment fêté mes anniversaires. Enfin, non, vraiment. C'est pas un truc qui me. Familialement, on n'a jamais vraiment célébré, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, si jamais l'envie de prendre de fêter ton anniversaire, un moment triste, mais non, je le vis très bien. Non. Bon, alors on va clôturer l'émission sur les 2 questions habituelles. Voilà, comme ça, il y a un petit peu de climat dans l'histoire. Et donc, je vais te poser des questions. Au nom de la lutte contre le changement climatique, de quoi pourrais-tu te passer et de quoi tu ne pourrais absolument pas te passer? Et tu n'as évidemment pas le droit de répondre d'une part de flan, parce que ça, c'est ma réponse, elle est à moi. Voilà, c'est comme ça, je l'ai déposé. Donc voilà, tu réponds absolument ce que tu veux. Franchement, pendant 5 ans, je m'en suis passé, j'étais pas non plus malheureux, c'est l'avion. Après, je t'avoue, j'ai repris l'avion récemment, parce que j'en ai fait une chronique d'ailleurs, j'ai eu un moment de saturation, justement à la réélection de Donald Trump, quand il a dit on va forer. C'est comme si ça me renvoyait l'inutilité de mes actions en faveur de l'écologie, tu vois. Oui. Je me disais, mais en fait, à quoi bon? Quand tu vois que 150 ou 160 pays du monde se réunissent pour des COP qui servent à rien, dans des villes qui sont complètement modifiées, profondément modifiées pour une quinzaine de jours, dans des endroits comme Belém ou même Dubaï, tu vois, des trucs aberrants sous le haut patronat de gros pollueurs. Tu te dis, mais en fait, ce monde dans lequel je vis et je fais des efforts, à quoi bon, quoi? Donc il y a du découragement. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Un peu pessimiste, c'est quoi? Non, mais c'est temporaire. Moi j'ai envie d'être optimiste, mais il y a du découragement, parce que le découragement, il est lié à quoi? Il est lié à du réalisme, de l'objectivité. Quand tu regardes objectivement les choses, tu te rends bien compte que dès qu'il y a des conflits, l'écologie est reléguée au 2, 3, 4, 5e plan, tu vois. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le backlash, le retour de bâton, justement, écologique, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on en... Alors, non seulement on en parle moins, et quand on en parle, c'est souvent pour des reculs. Ouais. Donc, tu pourrais te passer d'avion, donc même si tu le reprends de temps en temps. Ouais. Et de quoi tu ne pourrais absolument pas te passer? Non, mais même si tu le reprends de temps en temps, tu vois, tu le dis comme ça. En fait, c'est là où c'est pas se passer d'avion de dire je le prends de temps en temps. C'est faire une concession à ton engagement, donc ce n'est pas tenir ton engagement. En fait, c'est vraiment ça. Ce qui ruine aujourd'hui le mouvement écologique,
chez les gens qui sont pas profondément écolos, ceux qui sont partisans de la cause, on va dire, c'est les oui, mais de temps en temps. Ce oui, mais de temps en temps, c'est ça qui nique un engagement, aussi petit soit-il. Oui. Mais quand j'ai repris l'avion, je me suis dit, tu n'as pas arrêté de prendre l'avion. Tu es en train de prendre l'avion. Donc, oui, en fait, ça paraît être une petite chose, mais en fait, ce petit vol en avion, en fait, représente le quota carbone que tu as sur un an. Bah exactement. Oui. Et puis, en fait, si on écoute Jean Covici, c'est plutôt 3 par vie. Non, mais c'est extrême, mais parce qu'on sait que personne ne tiendra ça. Mais dans le fond... Oui, puis il a dit ça parce que c'est vrai que... Alors, c'est un peu le problème de la radio, c'est pour ça que j'aime bien le podcast, parce qu'en fait, il avait 5 minutes pour en parler. Mais après, si on nuance, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est que chacun tienne 4 tonnes de CO2 par an d'ici 2030 et 2 tonnes d'ici 2050. Ensuite, on voit ce qu'on peut y faire rentrer, pas y faire rentrer. Non, mais chacun des pollueurs actuels ou chacun des pollueurs à venir, de tous ces gens qui prennent pas l'avion aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais chaque être humain. Voilà. Chaque être humain. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi une question de justice sociale, parce qu'il y a des gens qui prennent pas l'avion, non pas pour des raisons écologiques, mais parce qu'ils sont juste pas les moyens. Ouais. Et alors, il y a ça. Puis il y a aussi, moi, je me souviens quand j'étais ado, je rêvais de faire le tour du monde et je me dis que les ados ont le droit eux-mêmes de rêver de ces choses-là, tu vois. Donc, voilà. C'est juste que peut-être que si on le prend, il faut peut-être plus le prendre pour si peu de temps, peut-être prévoir des aventures un peu plus longues sur place, peut-être... Peut-être éviter les week-ends conneries à Prague pour un EVG, des choses comme ça. Ça, c'est une chose. Tout est question. Je réinvente rien. Et après, le reste de ta question ? De quoi tu ne pourrais absolument pas te passer au nom de la lutte contre le changement climatique ? Un peu de la même chose, si tu veux. C'était d'aller quand même découvrir le monde, quoi. C'est-à-dire que... moi, j'ai des amis qui vivent au Kenya, donc c'est pour ça que je suis allé au Kenya l'année dernière. Et j'y suis allé un peu à reculons en me disant franchement, j'imagine ce que c'est que des animaux sauvages, j'en ai déjà vu. Je veux dire, j'ai au zoo, je les vois. Il y a Thoiry qui est pas si loin. Thoiry, t'es aussi en voiture, c'est vraiment un safari pareil. Bon, j'y suis pas allé d'une, mais de deux, une fois que t'es là-bas, tu te dis mais je suis quand même dans leur endroit à eux. Oui. C'est ça la vie de ces animaux-là, tu vois. Et je m'en voulais d'être sur un tracé qui coupe la savane, où tu croises d'autres voitures et au milieu, t'as un truc où tu t'arrêtes pour bouffer et il y a une piscine et il y a des gens qui sont en train de nager et les éléphants sont exclus de ça, ils sont en dehors. C'est-à-dire qu'il y a des tu es dans un resort, un espèce de resort au milieu de la savane et donc c'est fermé et électrifié pour que les éléphants ne viennent pas. Donc ça te montre bien à quel point l'humain a pris possession de ce qui appartient au monde animal. Donc évidemment, j'aimerais me réjouir de pouvoir visiter encore cette planète. Par exemple, on me propose d'aller jouer à Tahiti, on me propose d'aller jouer en Martinique, on me propose d'aller jouer à La Réunion. Je refuse tout depuis des années. Et parfois, je me dis à quoi bon, en fait. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, tu vois. Quand tu fais une tournée française, la France, c'est pas... Mais c'est ça, les gens, ils me disent, non, mais tu nous ignores. Mais même les Québécois, ils me disent, pourquoi tu viens pas ? Tout le monde vient. Donc, c'est une question. C'est une question. Mais par exemple, j'aurais du mal à dire si demain j'ai un enfant, non. On ne va pas voir le monde, parce que je trouve ça quand même merveilleux. Moi, je l'ai fait, mais toi, tu pourras pas. Ouais, voilà. C'est bien beau, on a un pays merveilleux, c'est une chance incroyable, et on le sait, tu vois. Mais on n'a pas le désert chez nous. Si un jour tu veux voir le désert, il faut y aller. Alors, on peut le faire sans prendre l'avion, hein. Mais c'est du temps, c'est une autre façon de vivre. C'est de l'argent, tout le monde peut pas le faire. Ouais. Non, mais c'est... Alors, je suis amoureux de la France. Moi, je suis intimement persuadé qu'on vit dans le plus beau pays du monde et on mesure pas la chance qu'on a. J'adore aller dans les 4 coins de France. Mais après, je me dis aussi que moi, j'adore voyager en France et j'ai pas pris l'avion depuis longtemps, mais parce que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup pris l'avion. Voilà, donc c'est aussi un privilège. Il faut aussi se rendre compte de ce qu'on a. Merci beaucoup, Alexis. Mais par contre, je veux pas qu'on se quitte non plus sans que tu nous dises où est-ce qu'on peut venir te voir. Eh ben oui, un peu de promo. Alors là, je lance une série d'une 40aine de dates au Théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté, dans le 14e. À Paris. Ouais. Et puis après, je suis vraiment en tournée dans toute la France. Consultez mon site, en fait, alexilerossignol.fr. Et là, tout est actualisé. Ouais, tout est actualisé. On voit partout en France. Ouais. La Garenne-Colombe, c'est prévu ? Non. Faut venir à la Garenne-Colombe. Ah oui, il y a une salle sans doute. On a un magnifique théâtre, 400 places. C'est sûr. Donc, non, c'est vraiment... Après, de la Garenne-Colombe, il faut quand même faire un petit effort à venir. D'ailleurs, je t'invite au Théâtre Rive Gauche, quoi.
Ah bah bien sûr, oui. Ah bah après, de toute façon, j'adore aller au théâtre. Bon, 3/4 du théâtre que je vais voir, c'est dans Paris. Évidemment, les artistes passent par Paris. Mais oui, non, rendez-vous est pris. Moi à Paris, toi à la Garenne. Allez, ça marche. Super. Si tu connais, parce qu'en plus tu es dans le conseil municipal. Oui. Parle-en à la chargée au chargé de la culture. Ah mais dès que je coupe ce podcast, j'envoie un texto à l'adjointe de la culture. Mais à une condition, c'est qu'on ait le sketch du flan. Ah, tu me demandes un truc compliqué, je le connais même plus par cœur. Mais bon, soit. Ah oui, non, quand même. Parce que sinon, je serais dans la salle et en rappel. Oui, voilà, c'est ça. Je ferais comme les gens qui demandent un rappel. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode un peu particulier. Si vous êtes vous aussi flantophile, partagez-moi vos meilleures adresses pour que je les offre à mes futurs invités. Et si vous êtes en quête du meilleur flan, jetez un œil aux dernières pages du livre d'Alexis Le Rossignol. Il y a beaucoup d'inspiration, il y en a pour tous les goûts et dans tous les départements. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur cet épisode et tous les autres, et aussi à donner 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.